On va commencer la série des questions avec Monsieur Amédée Moirabou. Amédée Moirabou pour le compte de Finances et Entreprises. Monsieur le ministre, je suis un peu surpris de votre satisfaction par rapport aux résultats, notamment à ce qui concerne la réduction du prix de carburant. Et dans votre argumentaire, vous prenez fait aux causes des opérateurs économiques qui font plus de recettes. Oui, ça peut se vérifier. Vous parlez aussi des Wewa qui font un peu plus, qui dépensent moins dans les carburants. Mais moi, je vous dirais, je sais que le premier objectif qui était visé par le gouvernement, en baissant le prix du carburant, c'était pour que les Congolais lambda qui prennent les transports puissent débourser le moins possible. C'était ça l'idée principale. Aujourd'hui, vous ne pouvez rien dire par rapport à ça parce que les fonctionnaires qui habitent Kingasani et qui travaillent à la Gombe, à la fonction publique, il vous dira chaque jour, ils dépensent peut-être 10 000 francs congolais. Parce que le prix des transports a triplé, quadruplé, voire quintuplé, à cause notamment des embouteillages qu'on connaît à Kinshasa. Donc, je suis un peu troublé avec votre satisfaction, parce que moi, je suis automobiliste, mais je vous dirais franchement, Excellence, je préférerais plus rouler sur une bonne route que les routes en lambeaux qu'on a actuellement là, parce que si je vous dis la facture que je dépense pour les réparations, et en tout cas, moi, je n'applaudis pas parce qu'on a réduit de 400% et de 400 francs les litres de l'essence. Donc, est-ce que vous avez pensé aux fonctionnaires? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, ils payent plus que ce qu'ils payaient avant, malgré la réduction du prix. Je vous ai suivi, Excellence. Vous avez donné des statistiques de ce que le gouvernement paye, notamment pour les manques à gagner avec les pétroliers. Vous parliez que de 340 millions de dollars dépensés chaque année pendant les 4 dernières années pour payer les manques à gagner des pétroliers producteurs. En 4 ans, 340 millions de dollars, ça fait 1,360 milliard de dollars. Je dis bien 1,360 milliard de dollars. Excellence. Si on avait investi cet argent dans un réseau de transport à Kinshasa, mais le fonctionnaire, il paierait 1000 francs, il quitte Kingasani et il atteint la Gombe. Mais vous avez préféré donner cet argent aux pétroliers producteurs qui sont des opérateurs économiques. Voilà, c'est ça ma première inquiétude. Alors, Excellence, vous êtes économiste. Aujourd'hui, quand on regarde les top 5 des économies du monde, on voit le Japon, on voit l'Allemagne. Et ces deux pays ont en commun le fait qu'ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale. Mais déjà, 10 ans après la Première Guerre mondiale, 15 ans après, c'était des économies fortes. En tant qu'économiste, quelle stratégie de politique économique pouvez-vous mettre en place pour permettre à la RDC de faire de la donne actuelle de la guerre une économie dynamique et émergente? La dernière question, si vous permettez. Dans toutes vos réunions de conjoncture économique, vous nous parlez des taux de change, vous nous parlez des taux d'inflation, des taux directeurs de la Banque centrale, mais jamais, alors jamais, vous ne parlez du taux de chômage. Vous le savez bien en tant qu'économiste que le taux de chômage, c'est un des indicateurs clés dans l'économie. Pourquoi votre gouvernement ne fait pas du taux du chômage un indicateur de votre politique économique? Voilà. Merci. Merci. Merci bien. Je vais d'abord répondre à votre première question. Je vais la prendre par le dernier bout, c'est-à-dire les pertes et manques à gagner. D'abord, pourquoi parce que dans votre argument, vous dites que vous avez préféré payer aux sociétés au lieu d'utiliser cet argent pour financer, par exemple, les routes. Mais pourquoi cet argent est payé? Pourquoi on appelle ça manque à gagner? C'est parce que le gouvernement a choisi de subventionner les produits pétroliers, c'est-à-dire de les vendre à un prix qui est inférieur au prix économique.
Je vais vous donner un cas simple. Aujourd'hui, dans la structure actuelle, c'est-à-dire dans le prix que vous avez à la pompe, 2990 francs le litre d'essence, 2980 francs le litre de mazout, ce prix-là est calculé avec un taux de change de 1 dollar pour 2600 francs. Alors que sur le marché, le dollar n'est pas à 2600 francs. Le pétrolier qui importe du pétrole en dollars, qui les vend en francs, il a besoin, quand il a vendu en francs, de racheter des dollars. Donc, on lui fait perdre de l'argent en calculant, en imputant dans le prix le dollar à 2600 francs plutôt qu'à 2850. Voilà une des sources de ce manque à gagner. Ça veut donc dire que si aujourd'hui, nous calculons le prix de produits pétroliers en mettant le taux de change de 2850 ou 2860, le carburant coûtera beaucoup plus cher qu'il ne coûte actuellement. C'est donc une façon pour le gouvernement de prendre sur lui une partie de la charge qu'aurait supporté le consommateur final. Mais je peux vous rassurer à ce sujet d'ailleurs. Vous avez raison, ces manques à gagner étaient assez élevés. Pour fin 2023, les manques à gagner évalués à fin 2023 ont tourné dans les 300 millions de dollars qui ont été remboursés totalement. Mais l'effort que nous avons commencé à faire et qui produit déjà des résultats au ministère de l'Économie nationale avec les autres structures, parce que c'est des décisions qui sont prises dans une commission où vous retrouvez le ministère de l'Économie nationale, le ministère des Hydrocarbures, le ministère des Finances, la DGDA, ainsi de suite. Pour le premier semestre 2024, les manques à gagner se sont chiffrés à 16 millions de dollars pour tous les 6 mois. Les chiffres pour le deuxième semestre seront connus avec certitude dans les jours qui viennent, en tout cas avant la fin de ce mois. Mais je sais déjà, parce que les estimations existent, que nous allons rester dans ces limites-là et que nous n'allons probablement même pas dépasser les 16 millions de dollars. Donc, le gouvernement a fait un effort pour diminuer sensiblement les pertes et manques à gagner. Et dans les efforts que nous allons faire dans les jours qui viennent, il s'agira notamment d'augmenter le taux de change dans les calculs du prix pour diminuer le manque à gagner afin que ces ressources servent à autre chose plutôt qu'à financer des pertes encourues par les sociétés pétrolières. Vous allez peut-être demander, mais alors pourquoi le gouvernement prend cette mesure-là? Mais il prend cette mesure-là parce que, imaginez un seul instant qu'il manque de produits pétroliers dans le pays, ce serait la catastrophe. Donc, tout faire pour que l'approvisionnement en produits pétroliers soit régulier est quelque chose de fondamental. Et ne pas mettre tout le poids sur les citoyens, mais enlever une partie de ce poids, c'est ça la position que le gouvernement avait choisie. Je peux vous garantir que dans certaines zones, parce que dans ce secteur, nous divisons le pays en 4 zones, Est, Sud, Nord et Ouest, mais dans la zone Sud, là où nous avons beaucoup de miniers qui sont les plus grands consommateurs de produits pétroliers, nous n'avons plus de manque à gagner dans cette zone-là, parce qu'on a pris un certain nombre de mesures qui ont permis de diminuer les manques à gagner. Alors, vous avez parlé dans votre question, je comprends. Moi, en tant que ministre de l'économie, j'aurais aussi voulu voir qu'à la suite de cette mesure, parce que 13%, c'est au-delà de 5%. Et en principe, le prix de transport devait être revu à la baisse pour refléter cette diminution de charges. Mais ici, ne mélangeons pas le problème des embouteillages
avec des phénomènes économiques sur la base desquels nous, on prend ces décisions. Rappelez-vous qu'avant cette baisse des prix de début octobre 2024, il y avait eu plusieurs augmentations des prix de produits pétroliers sur les 12-18 mois qui avaient précédé, qui n'avaient pas été reflétés dans les prix de transport. Donc beaucoup de transporteurs, parce que les décisions ont été prises, en tout cas par les autorités compétentes, qui sont le gouverneur de province. C'est au gouverneur de province qu'il revient, après avoir réuni les différentes corporations, de déterminer les prix des transports publics. Donc les transporteurs ont dit, quand vous augmentiez, vous nous avez empêché d'augmenter, et maintenant que vous diminuez, vous voulez que nous diminuions, vous ne tenez pas compte des pertes que nous avons encourues dans le passé. Mais laissez-moi au moins vous rassurer que, il est maintenant établi que lorsque les conditions le permettent, le prix des produits pétroliers peuvent baisser dans ce pays. Nous l'avons démontré. Parce que généralement, le prix augmentait et il y avait toujours des raisons pour qu'ils augmentent. Et quand il y avait des conditions pour qu'ils baissent, ils ne baissaient pas. Donc maintenant, quand ils doivent baisser, ils baisseront. Quand ils doivent augmenter, ils augmenteront. J'espère aussi qu'il y aura une meilleure collaboration entre les autorités provinciales et les associations des transporteurs pour que les décisions qui sont prises par le gouvernement central sur les prix des produits pétroliers se reflètent sur les tarifs de transport. Mais pour terminer sur cette question, sachez aussi que le même gouvernement subventionne un certain nombre d'entreprises de transport. Le prix de... Évidemment, vous allez dire, oui, Transco n'a pas suffisamment de bus, mais le tarif de Transco est resté inchangé. Pourquoi? Parce que Transco est subventionné. Il reçoit du ministère de l'économie chaque mois, Transco, Transacademia, SNCC et bien d'autres entreprises qui sont donc subventionnées par le même gouvernement de manière à maintenir bas les tarifs pratiqués par ces sociétés. Le Japon et l'Allemagne étaient déjà des puissances industrielles avant la guerre. L'effort pour redémarrer après la guerre, avec aussi l'appui de pays qui les avaient vaincus, notamment les États-Unis, peut donc expliquer ce regain rapide. En ce qui nous concerne, j'ai parlé tout à l'heure du Kasaï oriental. Les statistiques que nous avons jusqu'en 2023-2024 montraient que le Kasaï oriental ne produisait que entre 17 et 21% de ses besoins en maïs. Donc, c'est une province, on va dire, exposée à toute perturbation dans l'approvisionnement du maïs, parce que si vous-même, vous ne produisez que 1/5 de ce que vous consommez, le reste, vous le tirez des provinces voisines, de l'Omami, du Kasaï essentiellement, sinon du maïs importé. Mais regardez la position du Kasaï oriental au centre du pays, enclavé, très éloigné et de la frontière sud et de la frontière ouest. Donc l'effort qui a été fait dans les Kasaï oriental, c'est d'accroître la production locale. Et nous sommes encouragés par la réaction des producteurs de maïs dans le Kasaï oriental à la suite d'un appui qui est venu d'abord du ministère de l'Agriculture, mais aussi du ministère de l'Économie nationale, vers le gouvernement provincial, et que cet appui a été bien canalisé vers des projets concrets et vers les agriculteurs. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, les résultats sont donc là. Pour rebondir dans ce pays, nous devons d'abord régler le problème de l'insuffisance alimentaire, le problème de l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement a
fait le pari, dans le programme qui est exécuté pour le moment, de se concentrer sur 5 produits. Le maïs, le manioc, le soya, l'huile de palme et le riz. 5 produits pour lesquels il est envisagé on va dire, sur une période de 4 à 5 ans, de diminuer sensiblement le déficit que nous avons sur ces produits, mais en même temps d'encourager la transformation de ces produits. Le gouvernement a par exemple lancé un programme, le programme agricole volontaire, avec quelques bases agricoles dans lesquelles ont été investies d'importantes sommes d'argent pour mettre en place des vraies usines, des usines de manioc, des usines de maïs, permettant de transformer la production locale en produits qui peuvent être facilement stockés et facilement conservés de manière à stabiliser le marché de ces biens. Mais vous avez raison, cela ne sera possible que si nous gagnons en même temps la guerre du désenclavement des zones rurales et si nous gagnons en même temps la guerre de la production locale des semences et des engrais. Le ministère de l'Agriculture est en train de relancer la production de semences, en commençant par le maïs. Et il y a un certain nombre de programmes similaires pour le manioc et pour le riz. Alors la question du taux de chômage, vous avez raison, et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le premier engagement majeur du chef de l'État, c'était la création d'emplois, parce que c'est le plus grand défi de ce pays, dont la population est extrêmement jeune. Le plus grand défi, c'est de créer des emplois. Mais les emplois, ils sont principalement créés par les entreprises. Donc, création d'emplois va de pair avec création d'entreprises. Mais il ne suffit pas de créer des entreprises, il faut encore que ces entreprises survivent, parce que beaucoup d'entreprises sont créées et meurent jeunes. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, le président de la République a personnellement présidé une réunion sur l'amélioration du climat des affaires. Et chaque ministre concerné, moi y compris, j'ai reçu de son Excellence Madame la Première ministre les assignations qui m'incombent pour que le ministère de l'économie participe à cet effort collectif d'améliorer le climat des affaires pour qu'il y ait plus d'entreprises qui soient créées, que les entreprises soient créées un peu plus facilement, mais qu'elles aient plus de chances de survivre, de grandir et donc de créer des emplois. Il serait illusoire de penser que c'est l'État qui va créer les millions d'emplois qui sont requis dans ce pays. C'est essentiellement le secteur privé et c'est l'effort que le gouvernement est en train de faire pour le moment. On commence par Patrick Bomboka et puis ce sera Oscar Mbal et Eric Izami. S'il vous plaît, une question pour permettre au VPM de répondre de manière concise et de prendre le plus grand nombre de questions. Allez-y, s'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur le vice-premier ministre. Une seule question, comme l'a recommandé Monsieur le ministre. Quel commentaire faites-vous de la réouverture de la CADECO à Goma par la coalition M23, RDF, AFC? Quelles sont les menaces sur la monnaie? Quelles sont les menaces sur les systèmes bancaires? Et quels sont les risques au point de vue régional? Merci. Merci de me poser cette question. Il n'y a aucune menace sur le système bancaire. Aucune. D'abord, parler de réouverture. La CADECO, elle existe. Elle opère dans notre pays depuis des décennies. C'est une institution financière publique, donc une entreprise du portefeuille de l'État, dont le siège est à Kinshasa et pas à Goma. Et le siège de la CADECO n'a pas changé. Il est à Kinshasa. La CADECO a bien sûr
un déploiement assez important à l'est du pays, avec plusieurs points d'exploitation, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu et dans d'autres provinces à l'est du pays. On va les appeler comment? Les agresseurs, comment vous les appelez, monsieur le ministre? Les occupants. Les occupants illégitimes. En réalité, ils sont aux abois. Ils avaient pensé que ce serait facile d'arriver, de dire, voilà, nous gouvernons. Nous gouvernons le nord Kivu, nous gouvernons le sud Kivu. Le message lancé par le gouvernement, sous d'ailleurs l'impulsion du chef de l'État, c'est que la souveraineté monétaire n'est pas à partager avec qui que ce soit. Nous avons, comme dans tous les pays du monde, une seule institution fêtière dans le secteur bancaire, c'est la Banque centrale du Congo. C'est elle le socle du système bancaire dans le pays. C'est elle le superviseur en chef des institutions financières. C'est elle qui les contrôle. Et justement parce que c'est elle qui contrôle toutes les institutions financières, y compris les IMF, les institutions de microfinance, sachez que la CADECO, qui est dans une situation financière difficile depuis de longues années, ne participe plus à la chambre de compensation. Les institutions financières entre elles en français facile, chambre de compensation. En français facile, moi je suis dans la banque A, je demande à ma banque de payer celui à qui je dois de l'argent, mais qui a son compte dans la banque B. Mais la banque B a aussi des clients qui demandent que cette banque paye des gens qui sont dans la banque A. Concrètement, comment ça se passe? La banque A ne va pas dire « je paye d'abord et puis je vais attendre que la banque B me paye ». Donc les banques vont se rencontrer. Chaque jour, toi, je dois envoyer autant chez toi. Moi aussi, je dois envoyer autant chez toi. On croise et on ne paye que le net. Celui qui doit plus va payer à celui qui doit moins. Si on te dit, voilà, c'est toi qui me dois, il faut que tu payes. Le jour où tu ne payes pas, si tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne payes pas demain, tu deviens un élément dangereux dans le secteur bancaire. On te sort. Le fait de te sortir de ce cadre signifie que tu n'es plus une institution financière crédible. Tu es en fait une institution financière qui peut mettre tous les secteurs bancaires en danger. Donc la CADECO n'est plus dans ce cadre-là depuis un certain nombre d'années. Le gouvernement envisage depuis quelque temps de restructurer la CADECO. D'abord, il faut la récapitaliser parce que c'est une institution qui a des fonds propres négatifs. Ça signifie que ce qu'elle a comme fonds propres, moins ce qu'elle doit, en fait, elle doit plus que ce qu'elle possède, elle, comme fonds propres. Et une institution financière qui a des fonds propres négatifs, c'est une institution financière qui n'est plus capable, si vous avez déposé vos épargnes auprès d'elle, de vous rembourser quand vous voulez chercher vos épargnes, n'est-ce pas? Le ministre des Finances disait que c'était une arnaque. Donc, faire croire aux gens que voilà, nous avons aujourd'hui une banque à Goma, et d'ailleurs, les mêmes occupants illégitimes invoquent la Constitution qu'ils piétinent en s'attaquant au pouvoir légitime établi dans le pays. Ils invoquent la loi bancaire pour installer une institution financière. Toute institution financière agréée par la Banque centrale doit avoir un compte à la Banque centrale. La CADECO aujourd'hui n'a pas de compte à la Banque centrale. En d'autres termes, si vous mettez votre argent à la CADECO et que vous ne savez pas le récupérer, vous ne l'avez pas. Donc, parce que le gouvernement a tenu, et a tenu bon,
en n'ouvrant pas. Nous savons que c'est dur pour nos compatriotes qui sont dans ces zones. Mais nous n'allons pas négocier au rabais la souveraineté monétaire parce que qu'est-ce que ça aurait signifié qu'on laisse les banques ouvertes à Goma et à Bukavu? Ça signifiait qu'on devait laisser aussi la banque centrale parce que pour que les banques opèrent, il faut que derrière elles, maman na bango azala, pour yende abando bimisa mbongo quand ils en ont besoin. Maintenant, nous allons laisser la Banque centrale sous les injonctions des occupants illégitimes. La réponse du gouvernement a été non. D'ailleurs, ils ont plusieurs fois essayé de casser le coffre-fort de la Banque centrale. Ouais. Donc voilà, c'est ça la situation. Il y a des solutions palliatives qui font fonctionner un peu l'économie dans cette partie, avec la monnaie électronique, avec d'autres comportements que les opérateurs économiques ont adoptés. Mais tout le monde sait que le niveau d'activité économique a baissé, parce que quand l'argent ne tourne pas, le niveau d'activité économique baisse. Il y a moins de carburant qui arrive dans cette partie du pays. C'est des pertes de ressources pour nous, mais pour le pouvoir central, je veux dire. Mais pourquoi nous allions nous faciliter la tâche à des occupants illégitimes qui, entre-temps, prennent les recettes douanières? S'ils prennent les recettes douanières, les souffrances dans cette partie du pays aujourd'hui ne sont pas du fait du pouvoir central, c'est du fait de l'occupation. Que cette situation prenne fin, les banques vont réouvrir et le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont de vrais poumons économiques du pays, vont reprendre leur rythme de respiration habituel. Voilà, on va prendre la question plutôt d'Éric Izami et puis ce sera Oscar Mbal. Une question, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre de l'Économie, vous avez reconnu la souffrance de nos populations au niveau de la partie orientale, le Nord et le Sud Kivu. Alors, comment comptez-vous au niveau du gouvernement appuyer les opérateurs économiques congolais vivant dans cette partie de la République? Pour terminer, après l'annonce par l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de revenir au pays par la partie orientale, on a vu Olivier Kamitatu Etsu, autrefois président de l'Assemblée nationale, parler du fédéralisme. Ça, c'est la question au ministre Mouyaya. Comment est-ce que vous, gouvernement congolais, réagissez quand on parle fédéralisme en République démocratique du Congo? Alors, heureusement que j'ai à côté de moi un professeur d'économie réputé, reconnu. Il aura sûrement l'occasion de donner quelques éléments de réponse à propos parce que, permettez-moi, même si on peut comprendre l'idée de faire un détournement, parce que bon, si on était déjà annonceur d'une arrivée qui n'est jamais arrivée, qui n'arrivera peut-être pas, on cherche à faire une petite diversion. C'est très malsain et très indécent de vouloir ouvrir un débat comme celui-là dans un contexte où vous n'avez jamais eu le courage de condamner ceux qui ont touché aujourd'hui à l'intégrité du territoire national. Vous voulez parler du fédéralisme d'un territoire où vous avez des agresseurs qui y sont, qui tuent tous les jours, où vous n'avez jamais eu le moindre bon sens, j'allais dire, d'exprimer une solidarité contre pour vos propres compatriotes qui sont des victimes quotidiennes et vouloir amener un tel débat, ça signifie simplement qu'on veut déplacer les curseurs parce que l'annonce qu'on a faite n'a pas donné les résultats. Et donc, c'est à la limite choquant d'ailleurs, parce que si nous devons refaire le parcours de l'homme qui l'est dit, du pacte de Sun City et de tout ce qu'il y a eu, il ne faut pas oublier que nous étions dans un contexte où le président de la République avait dit qu'on devait réfléchir justement sur la Constitution. Les mêmes personnes qui veulent revenir aujourd'hui pour nous reparler de fédéralisme, mais comment vont-ils y arriver? Mais c'est tellement suspect que ça soutient l'idée de ceux qui pensent que c'est le moment de balkaniser la RDC. Et c'est ça l'intention cachée. C'est ça justement le côté malveillant de ces débats qui peut paraître au départ intéressant, mais en réalité qui ne l'est pas.
dans les contextes actuels, ce qui importe pour tous les Congolais qui tiennent à la République démocratique du Congo, c'est d'abord le retour à l'intégrité territoriale. Il n'y a rien qui n'éveille plus que ça. Et après, on peut débattre. On peut être unitaire, fédéraliste, mais dans un contexte comme celui-ci, vouloir faire un tel débat, c'est de l'indécence, tout simplement. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, vous avez votre question, mais on peut profiter de votre présence ici, de par votre expertise, justement, pour que vous puissiez dire un mot sur ces sujets de décentralisation, de fédéralisme. Peut-être que vous allez nous aider à mieux éclairer les compatriotes qui nous suivent sur ces sujets. Bien, je vais peut-être, mais peut-être pour assurer notre ami par rapport à la première question que vous m'avez posée. Oui, le gouvernement est conscient, parce qu'il y a, vous savez, les banques sont fermées, il y a des entreprises qui opèrent dans ces zones, donc qui commencent à avoir des difficultés pour importer des matières premières et continuer à travailler. Nous avons eu des échanges qui vont se poursuivre. J'ai personnellement invité un certain nombre d'entreprises qui ont des opérations dans ces zones pour le 24 avril, pour une réunion avec la FEC et le ministère de l'économie, de manière à trouver les voies et moyens de faciliter la continuation de leurs opérations économiques dans le cadre restreint des opérations bancaires, pas seulement des opérations bancaires, mais il y a plein d'autres problèmes qui se posent pour des entreprises basées à Goma, basées à Bukavu, qui doivent importer des marchandises ou des matières premières de l'extérieur afin de continuer à fonctionner. Parce que, pour revenir à la question d'emploi qui a été posée, si ces entreprises fermaient, ce seraient d'autres Congolais qui vont se retrouver au chômage, et nous voulons bien éviter cela. Alors, pour parler de... Bon, enfin, je crois que le moment est un peu suspect de parler de fédéralisme, alors que la bataille qui vaut la peine pour le moment, c'est la bataille de la restauration de l'intégrité du territoire national. Mais monsieur l'auteur de cette idée, monsieur Olivier Kamitatou, est dans le pays aujourd'hui la personne qui a la meilleure connaissance de ce débat, parce qu'il fut président de l'Assemblée nationale du Parlement de transition, qui avait eu justement à rédiger la Constitution. Je peux affirmer, pour l'avoir entendu personnellement dire, que lui, il a les minutes de débat. Et ces débats avaient été houleux, notamment sur cette question entre l'unitarisme et le fédéralisme. Et ces minutes, c'est-à-dire la transcription de ces débats, je crois qu'il les a. Et je lui suggérerai un jour, enfin, quand il pensera rédiger ses mémoires, peut-être de rendre public, de nous retracer, de nous replonger dans cette salle où se tenait ce débat, dans les pour et les contre et les arguments qui ont poussé le constituant à nous produire la constitution que nous avons aujourd'hui, qui prône un gouvernement, un État unitaire et largement décentralisé. Je peux aussi rappeler qu'il est, lui, la même personne qui, il y a quelques années, a suggéré de renforcer le pouvoir central, notamment en se dotant d'un exécutif plus fort, en supprimant le poste de Premier ministre. Mais pour revenir à la question, je crois que, Monsieur le ministre, vous avez bien fait de dire que ce n'est pas le moment d'avoir ce débat. Ce débat, nous pourrons peut-être l'avoir un jour, qui sait. Nous l'avons déjà eu dans le passé, on l'a eu en 60, on l'a eu un peu plus tard, et on l'a eu à Sun City, et on l'a achevé ici au Palais du Peuple. Et ça a produit la Constitution de février
2006. En réalité, prenons l'état de siège, qui est aujourd'hui un régime d'exception qui s'applique à l'Ituri et à la province du Nord Kivu et qui pousse le gouvernement à, parce que c'est la Constitution qui l'impose, tous les 15 jours, de redemander au Parlement de proroger cet état de siège. Mais l'état de siège a permis, en fait, au pouvoir central d'avoir une mainmise directe sur des régions qui sont menacées, sur des régions sur lesquelles il y a une ingérence extérieure. C'est dans ça qu'on est. Maintenant, aller vers un régime, un État fédéral avec un Congo oriental, c'est bien ça? Un Congo oriental, parce qu'après, il va encore falloir décider sur quelle ligne on va diviser les États fédérés. Et puis, on va encore avoir un débat sur est-ce que c'est des États fédérés ou c'est des États confédérés. Non. Aujourd'hui, retrouvons d'abord l'intégrité du territoire national. De la même manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le gouvernement a fait fort et le chef de l'État n'a pas flanché pour faire respecter la souveraineté monétaire. Les gens ont dit oui, si vous n'ouvrez pas les banques, c'est le franc rwandais qui va circuler et ces zones risquent de nous échapper dans ce pays. On a déjà connu 2 zones monétaires. Il y avait la zone monétaire de Kasaï qui n'acceptait pas le nouveau Zaïre, qui continuait à utiliser les anciens Zaïre, et l'autre zone. Et puis un jour, les 2 zones ont été réunifiées et nous sommes restés un seul pays, un pays uni. Il en sera de même. Nous allons retrouver ces parties du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont occupées pour que le Congo demeure un seul pays uni. Et le débat sur la forme de l'État, il reviendra peut-être, mais pour l'instant, nous avons peut-être intérêt à d'abord faire fonctionner ce système d'un État unitaire largement décentralisé. Et là, il y a de la matière. Il y a de la matière pour faire fonctionner la Caisse nationale de péréquation. Il y a de la matière pour une vraie déconcentration, une vraie décentralisation des compétences que la Constitution reconnaît aux provinces. Mais il y a aussi de la matière dans la culture politique. Parce que déjà aujourd'hui, avec les entités provinciales, pas plus tard qu'il y a quelques jours, notre collègue, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, informe le Conseil des ministres de la situation qui prévaut dans la plupart des provinces où des gouverneurs nomment, alors qu'ils n'en ont pas le droit, des conservateurs des titres immobiliers, de leur obédience, comment je dirais, cette tendance à vouloir se fermer sur entre nous. C'est pas ça l'unité nationale. Et c'est certainement pas le moment. Voilà. Certainement pas le moment d'ouvrir ce débat. On ne va pas en dire davantage. Je crois que vous avez fait le bon rappel. On ne va pas renoncer à ce qu'on était par les passés parce qu'il faut servir le maître d'aujourd'hui. Heureusement que l'histoire existe. On va prendre les questions qui restent en série parce que nous devons faire une économie de temps. Donc, on va prendre Oscar Mbal, on va prendre Blaise Shindani, Patrick Lacoué, et on terminera par une question en lingala de M. Fabrice. S'il vous plaît, une question. J'ai une petite question à poser. On prend, Monsieur le vice-premier-ministre, on prend les questions en série, on y répondra une fois pour toutes pour nous permettre de faire une économie du temps. Merci pour la parole. J'ai une petite question à poser au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. J'ai été heureux de l'entendre. Il a dit que les zones sous occupation étaient des poumons pour la République. Elles étaient des pourvoyeuses en termes de recettes. Aujourd'hui, elles sont sous-occupées. Et donc, nous parlons
de l'économie des guerres. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer? Parce que vous avez parlé de la stabilité des prix sur le marché. Je voudrais savoir si cette stabilité est factice ou bien vous l'inscrivez dans la durée. Et vous comptez sur quoi? Vous misez sur quoi pour pérenniser cette stabilité? Est-ce que vous avez un matelas financier sur lequel vous comptez? Merci. Patrick Lacoué. Monsieur le ministre, vous allez m'excuser. La question que je pose aura 2 volets. Rapidement, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre de l'économie, nous avons le projet du corridor de Lobito, qui sera sans doute une source d'entrée de ressources financières pour le pays. Est-ce que le gouvernement congolais a déjà mis des mécanismes en place pour favoriser l'exploitation de ce tronçon économique par des Congolais? Est-ce que les Congolais sont suffisamment prêts pour cela? Sur les prix, est-ce que le ministère de l'économie nationale a une norme pour la fixation des prix? Pourquoi? Parce que nous retrouvons un même produit dans 2 supermarchés différents avec des prix différents. Merci. Monsieur Blaise Chindani. Merci beaucoup, Excellence. Ma question, c'est cette affaire de la vente, de la vente en détail par les Indo-Pakistanais. Alors que la loi congolaise ne l'autorise pas. Les petits commerçants congolais en souffrent énormément. Votre ministère avait autrefois promis de régler cette affaire. Mais jusque-là, sur terrain, rien ne se passe. Alors, qu'est-ce que ces petits commerçants congolais qui se battent à longueur de journée peuvent attendre aujourd'hui de votre ministère? Merci. La dernière en lingala, et on aura le temps d'y répondre en une fois pour toutes. Matoni mingi Thomas Patrick Mouyaya, Zambi, moi motuna moko na Thomas Kwangela Kamambia Libombo. Bayi Congo démocratique balingi ko sosolo penza, motango boni ya mboka Congo e bungisi uto batomboki babotolo bongo ngambo ya nord pe sud Kivu. Omeka ko limbo na la baimboka Congo e bungisi mbongo motango boni. Na mona mboka Patrick Mouyaya, Zambi, masolo ya conseiller spécial et chef de l'État à Salaki Bongo et Sili, nous avons bayi opposition, baïke bayete. Boni mbula matari yango ekobima kozanga bayi opposition oyo bino gozare kozela. Merci. Monsieur le vice-premier ministre, vous pouvez merci bien. répondre à ces questions. Première question, dans une économie de guerre, est-ce que cette stabilité est factice? Non. Justement, j'ai commencé par là, elle n'est pas factice. Nous avons les leviers nécessaires pour maintenir la stabilité. Ces leviers, c'est quoi? C'est d'abord sur le plan monétaire, les réserves d'échange qui continuent à tourner autour de 6 milliards de dollars. Comment ce montant-là nous aide aujourd'hui? Il nous aide de 2 manières. Premièrement, quand le gouvernement dépense, il y a des dépenses qui sont faites en dollars, qui sont faites en monnaie étrangère. Eh bien, à ce moment-là, c'est la Banque centrale qui vend ces dollars, mais pour vendre, vous devez avoir. Donc, tant que ce matelas est là, la Banque centrale peut vendre au gouvernement le montant. Et aujourd'hui, c'est quand même des montants qui, parfois, peuvent atteindre 400 millions de dollars le mois, permettant ainsi de ne pas manquer des ressources en devises pour faire face à des dépenses publiques. De la même manière, puisque l'État aussi s'endette et que régulièrement il faut rembourser la dette, et la dette extérieure, il faut la rembourser en devises étrangères, tout comme même la dette au niveau local, par exemple les obligations du Trésor, qui sont libellés en dollars et qu'il faut rembourser en dollars. Donc la Banque centrale va avoir les ressources nécessaires pour que les montants qui sont dus par l'État soient remboursés régulièrement sans défaut. Mais le plus important, c'est la volonté. Le plus important, c'est justement cette volonté, comme je disais au début, de mieux coordonner
le ministre des Finances, Madame la gouverneure de la Banque centrale, se rencontrent régulièrement pour assurer que ce que fait l'un à gauche ne va pas à l'encontre de ce que fait l'autre à droite et que leurs actions combinées permettent de stabiliser le marché de change. C'est ce qui justifie ces réunions hebdomadaires qui se tiennent à la primature chaque mercredi en comité de conjoncture économique ou sous la présidence de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, le ministère des Finances, le ministère du Budget, la Banque centrale et d'autres membres du gouvernement, y compris moi-même, nous retrouvons pour regarder cette situation. Et lorsqu'il y a des compléments d'analyse à faire, d'habitude, ces compléments d'analyse sont adressés à la Commission économie, finances et reconstruction que je préside et qui se réunit chaque lundi de chaque semaine pour examiner de manière plus approfondie certaines de ces questions. Et d'ailleurs, peut-être vous me donnez là l'occasion de dire, parce que ceux aujourd'hui qui achètent le bon BCC, ceux aujourd'hui qui achètent les bons de trésor et les obligations du trésor, même celles qui sont libellées en dollars, et font donc, ces opérateurs font donc confiance dans les institutions de la République. Ils savent qu'ils seront remboursés, leurs intérêts sont payés régulièrement, et cette confiance, nous allons la maintenir. Corridor de Lobito, il nous revient, à nous, Congolais, de faire du corridor de Lobito pas simplement un chemin de fer pour sortir les minéraux de la RDC vers les autres pays, mais d'en faire un corridor de développement. Et laissez-moi vous dire, souvent on tend à regarder le gouvernement, mais les affaires, ceux qui sont des hommes et des femmes d'affaires, les affaires, on les sent. Donc le corridor de Lobito, c'est une opportunité. Et je sais, parce que je discute avec pas mal de Congolais, jeunes, même de jeunes Congolais, qui ont des idées, qui cherchent des partenariats, qui proposent des projets, qui cherchent du financement pour la transformation. Je peux citer le cas d'un jeune Congolais qui est sur un projet très important de raffinage de cobalt et du cuivre, pour qu'on cesse de sortir des produits bruts, mais qu'on commence à sortir des produits raffinés. Évidemment, un tel projet il va être très important donc, pour ce corridor de développement. La balle est donc dans le camp de tous les Congolais, de ceux qui veulent gagner de l'argent, de ceux qui veulent, avec l'accompagnement du gouvernement, bien sûr. Est-ce qu'il y a des normes pour les prix? Je vous ai justement parlé de cette publication que nous avons lancée depuis le mois de février, mais qui est opérationnelle depuis le mois de mars, et qui nous a révélé ces disparités entre différents points de vente. La première hypothèse, c'est que les circuits de distribution diffèrent. Ceux qui s'approvisionnent par Lufu ont des coûts différents de ceux qui s'approvisionnent par Matadi. Et nous allons continuer à investiguer cette situation pour effectivement arriver progressivement à des prix plus ou moins normalisés. La vente, c'est la question du petit commerce. Pour le moment, nous avons travaillé sur un projet de loi sur le petit commerce. Nous avons 2 projets de loi en chantier au niveau du ministère de l'économie nationale, un projet de loi sur le commerce, un projet de loi sur le petit commerce. Nous pensons que le moment est venu de carrément révisiter la loi de 73, parce que cette loi de 73, elle dit clairement que le petit commerce ne peut être exercé que par les Congolais. Mais il y a une dérogation qui a été accordée par un décret du Premier ministre qui date d'un certain nombre d'années et qui permet aux étrangers de faire du petit commerce dans un certain nombre de branches. Et puis il y a un autre décret qui a aussi accordé une dérogation
justement à la suite de la réclamation de beaucoup de petits commerçants congolais qui disaient mais nous avons aujourd'hui des étrangers qui travaillent même dans des branches qui ne font pas partie du décret dérogatoire, mais il y a un décret qui leur a accordé un moratoire de 2 ans. Ce moratoire va expirer au mois de novembre de cette année. Je n'ai pas l'intention de le proroger. J'ai l'intention qu'on mette un terme à ce moratoire et qu'on fasse respecter les dispositions de la loi. Mais nous allons le faire dans le cadre, au lieu de passer de dérogation en dérogation, nous préférons le faire carrément en réécrivant la loi pour avoir une loi qui pourra s'imposer à tout le monde. Question ya suka na kansezaki question ya Ndeko Fabrice na lingala. Ezaki kutunini susu. Ezaki donc combien on a perdu du fait de l'occupation d'une partie du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mais nansa ndeko nani na Fabrice. Limisanga ndeko Fabrice oyebi mbongo oyo l'État azwaka. D'abord tolobela nanu mosolo ekotaka na kesi ya l'État. Ekotaka na ba taxe, ekotaka na douane. Lelo sokoke na grande barrière na Goma. Eza bisote, eza batomboki nde bavandi wana. Mbongo ezokota kuna, ezokoma susu na kesi ya l'État awa te. Mbongo wana ezokene na kesi ya bato oyo balobi bango baza bakonzi na Goma. Na kanisa ministère à finance, ministère à budget, basalaki mo estimation na ba recette wana eleki 5% te. Eza ba 5% du total. C'est beaucoup, c'est pas rien, c'est beaucoup, mais c'est gérable. C'est gérable, ce qui peut être aussi moins effort, to kanga ba duso to zakanango na ba territoire ozana na contrôle na biso na kanisa boyebi likambo fraude douanière eza mwa makasi. To lobeli yango lelo na réunion justement ndenge na otolo ba réunion ya Ecofir likambo ya fraude douanière sur tous wakaka produit lokola carburant. Ba carburant ekotaka wana soke ba côté ba aru ba carburant ekotaka par l'est, carburant ezokota par Kasumbalesa. Sokotali mosolo ezokota na compte na caisse à l'État à partir de ce seul produit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait dû encaisser. Et c'est justement dans les moments difficiles to serrer moi mouké pour mosole kota pour na combler trou oyo et salemi na misolo to bungisi na ba zone eza occupée na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Mais na kanisa bomoni ata to bungisi misolo wana ata tozana ba mwa ba retard il y a une semaine, il y a quelques jours pour na kofuta ba salaire, mais salaire eza kofutama. Quand il s'agit même ya kobakisa salaire ndenge toto bakisa pona mapinga pona ba policier na biso effort wana esalemi kaka na mbongo oyo l'État zozwa en dehors ya auto bungisi na ba zone occupée ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu. Voilà, je crois que na motuna na yo na makambo etali consultation eloko motuya o ba congolais fo ba yeba mokonzi alingi bisonyo soto sangana pona unité nationale. Objectif à liboso ya mokonzi na ba consultation ane salami eza pona ko sangisa ba congolais parce que nde tozaki kolimbola awa eza parti moko ya mboka eza occupé eza na eloko eza na motuya te pona ba congolais nyonso neti ko défendre territoire national. Il faut qu'on considère ndenge toza bozane ti liboko na yo eza amputé to eza pe occupé eza na kokoso mingi. Nzoto na o mobimbe fo sangana. Pour s'assurer que ceux qui liboko ebiki bisonyo son nzoto zongi malamu nde totali makambo susu akokende liboso. Donc na makambo esalama keza na ba otomoni na ba otomoni te. Parce que ba consultation ndenge conseil spécial à bando sala ezaka kana ba otomona kate. Yango na ko sepela bisonyo sotoza na kimia asali musala na e ndenge mokonzi mboka pesaki akopesa mokonzi ya mboka rapport pe na sima mokonzi akopesa biso
ba disposition ndenge nini makambo wana ko continuer.